Moi, je vais vous parler de Lean Content. Est-ce que quelqu'un connaît Lean Content? En gros, c'est une méthode, merci Bruno, c'est une méthode pragmatique, agile, héroïste de faire de la stratégie de contenu. Mais avant de vous parler de Lean Content, je vais vous rappeler pourquoi on doit faire de la stratégie de contenu. Ça paraît un petit peu trivial d'en parler ce soir parce que je pense que la plupart d'entre vous, voire la majorité, large majorité d'entre vous, vous le savez. Mais moi, je suis très surpris. Ça fait 4-5 ans qu'on fait du content marketing avec Scoopit. Et quand on parle même dans des grandes boîtes, on est surpris de voir qu'il y en a qui n'ont pas encore saisi qu'on n'a plus le choix aujourd'hui de faire du content marketing. Donc, je voulais rapidement vous dire les 3 raisons pour lesquelles il faut faire du content marketing. La première, c'est l'évolution du paradigme de communication entre les marques et leur audience. La marque, là, c'est en orange, l'audience, ça, c'était avant. C'était un paradigme one to many de type propagande, que moi j'appelle propagandasaurus, parce que c'est en voie d'extinction grâce au web social qui a créé la voix autour. Donc maintenant, l'audience, elle parle, et puisqu'elle parle, c'est très vertueux. On peut, là, en tant que marque, on peut davantage savoir de qui est notre audience et ce qu'elles veulent, mais ça nous impose 2 choses. Un, c'est d'apprendre à écouter, ce qui n'est pas facile. Et 2, c'est de nourrir cette conversation, donc de faire une stratégie de contenu. Et puis, cette conversation, elle a lieu aussi, qu'on le veuille ou non, les gens parlent de notre réputation, de notre produit, de notre marque, indépendamment de nous et indépendamment de nos sites ou de nos propriétés. Donc cette conversation, elle a lieu partout et il faut aller la nourrir partout. Et puis ça se passe sur une échelle massive où vont se définir des communautés, des tribus, des influenceurs, des faisceaux d'influence dont on a parlé. Et aujourd'hui, les marques, pour exister, n'ont pas le choix, mais doivent nourrir cette conversation là où elle a lieu, avec du contenu pertinent, du contenu sympa, du contenu chaleureux, humain, comme ça a été décrit. Et ça est personnalisé. Tous les gens ici n'ont pas besoin du même contenu. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne peut plus s'affranchir d'une stratégie de contenu. La deuxième raison est un petit peu plus pragmatique, terre-à-terre, technique. Est-ce que tout le monde reconnaît cette volière ? Oui, d'accord, ok. Donc, welcome penguins, hummingbirds and pigeons. C'est qu'aujourd'hui, pour être vu par les robots de Google, il faut les nourrir. Le SEO, ce n'est plus une question de geek, ce n'est plus essentiellement une question de mots-clés. C'est une question d'avoir du contenu en qualité et en quantité pour nourrir les robots, comme on nourrissait les petits singes et les rats dans la présentation précédente. Donc, sans stratégie de contenu, pas d'existence sur le web. Et la troisième raison, c'est le fameux voyage de l'internaute, le voyage de votre prospect, magnifiquement illustré de façon prémonitoire par ce tableau. Ça, c'est le départ de Marco Polo en 1271. Là, il part de Venise et il va partir de façon plus ou moins sérendipiteuse, essayer d'aller augmenter son taux de conversion avec Kublai Khan de l'autre côté du monde. Et il aura beaucoup de points de contact. Effectivement, ça a été dit précédemment, il y a beaucoup de points de contact entre l'internaute et l'acte d'achat. Tout à l'heure, Carole nous disait 90%. En fait, 90% c'est en B2B. Là, j'ai un merge 60% B2C plus B2B. Il y a encore quelques achats impulsionnels en B2C. Mais d'une façon générale, un prospect va devenir un client après avoir consommé beaucoup de contenu. Et donc, si on n'a pas cette capacité à nourrir ce chemin, à accompagner le prospect, ce qu'on appelle lead nurturing, qui veut bien dire nourrir en anglais, et si on n'a pas cette capacité, on n'a pas capacité à se transformer effectivement ces voyageurs de l'Internet en clients. Donc en résumé, on l'a dit, on l'a répété, le contenu est roi. Il y a au moins 3 bonnes raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de s'affranchir d'une stratégie de contenu. Donc l'évolution de la communication entre les marques et leurs clients, évolution sociale. La deuxième, le SEO, donc raison technique. Et la troisième, accompagner l'internaute vers une démarche qui l'amène à devenir client. Et par ailleurs, je n'ai pas trouvé de bonnes raisons de ne pas faire de stratégie de contenu. Mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on le fait, donc on a voulu savoir si c'était toujours le cas en 2015, où en était le degré de maturité des marques vis-à-vis de cette problématique de content marketing. Donc Smart Insight a fait un sondage au début de cette année et qui montre de façon spectaculaire à quel point les stratégies de contenu, c'est devenu la priorité des marques qui prétendent et qui veulent et qui ont l'ambition d'avoir une présence en ligne. Donc ça c'est bien, mais c'est pas facile. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que faire une stratégie de contenu, faire du content marketing, c'est envoyer un homme à 38 000 mètres dans l'espace et puis de le balancer comme ça en parachute. Donc ça, c'est l'exemple typique de la boîte qui a réussi sa conversion et de devenir un média. Mais en fait, c'est pas très facile. Et on se rend compte, bien que ça ne se voit pas avec le gris sur fond gris, qu'on a un problème de ressources pour créer du contenu. Et c'est ce problème-là, ce problème de ressources que nous, on veut adresser, et qui est adressé par la stratégie dite de Lean Content, donc qui est un petit peu reprise sur les méthodes dites de Lean Startup, qui sont des méthodes agiles, des méthodes incrémentales, où on va essayer de tirer parti de toutes les ressources qu'on a de façon très pragmatique. On va mesurer par petits pas et on va avancer jusqu'à obtenir des résultats mesurables. Alors par malchance, mesure, ça commence pas par un N, mais vous voyez l'idée quand même.
Pas loin, pas loin. Donc nous, à Scoopit, on a fait une checklist. On a parlé à des milliers d'utilisateurs, à des centaines de boîtes, et on a essayé de trouver ces petites choses pragmatiques. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est pas essayer d'expliquer qu'il faut une stratégie de contenu, j'espère qu'on le sait, mais c'est d'essayer de dire qu'on peut y arriver même si on n'a pas un budget colossal pour envoyer un homme dans l'espace, parce que de façon très pragmatique, on peut déployer pas à pas ces étapes-là. Donc on a fait une checklist. Celle que je vous présente ce soir n'est pas exhaustive, parce que Mounira m'a dit que j'avais pas 5 heures. Et puis que vous avez soif, mais on va passer au travers de chacune de ces étapes-là qu'on peut mettre en œuvre. Et moi, je vous invite vraiment, pendant cette présentation, de prendre note de celles que vous faites et de celles que vous ne faites pas. Et vous verrez que s'il y en a que vous ne faites pas, ça veut dire que vous en avez sous la pédale encore. Vous pouvez largement augmenter votre impact, votre visibilité sur le web, votre engagement avec votre audience à coût à peu près équivalent à ce que vous dépensez déjà, si vous n'avez pas fait déjà toutes ces techniques. Et la première, ça s'appelle la curation. Alors, des fois, c'est surprenant, mais en fait, j'arrive jamais à aller à une conférence sans parler de curation. Et là, ça tombe bien, c'est quand même un peu le sujet. Donc, la curation de contenu, c'est quoi? C'est le fait de découvrir, de trouver du contenu existant, de l'enrichir d'un contexte ou d'une perspective personnelle, et ensuite de l'intégrer dans notre ligne éditoriale. Ça a plein de vertus. La première vertu, c'est que quand vous organisez un petit peu votre curation, vous augmentez vos connaissances. Parce que le curateur, c'est d'abord un veilleur. Il faut trouver le contenu, et donc il faut le fouiller. Et quand on fouille du contenu, on découvre beaucoup d'informations. Ça, c'est super. Deuxième, très important et non intuitive, ça augmente votre crédibilité. Et ça a été dit précédemment, ça c'est super important, il y a plein de références académiques sur ce sujet. Quand vous parlez de votre marque, vous êtes moins crédible que si quelqu'un d'autre en parle. Si vous parlez de vos valeurs et de vos problèmes en recyclant des messages qui ont été écrits par quelqu'un d'autre, vous augmentez votre crédibilité. Ça c'est fabuleux, on ne peut pas se passer d'une composante qui est écrite par quelqu'un d'autre dans notre ligne éditoriale. Une ligne éditoriale 100% maison, ça marche pas. Et l'autre chose très importante, c'est que c'est complètement héroïste. Donc on est héroïste ici parce qu'on veut que le content marketing marche, et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une équation économique et que les content marketeurs puissent prouver à leur boss que ça marche. Pourquoi c'est héroïste? Parce que ça prend du temps de trouver, de qualifier et d'augmenter, d'enrichir un contenu déjà écrit, mais beaucoup moins de temps que de l'écrire soi-même. Donc cet aspect héroïste est très important. Ensuite, il faut recycler. Recycler, ça veut dire que quand vous avez une idée et que cette idée vous amène à générer un contenu, vous avez faux si vous avez fait qu'un contenu. Chaque idée, c'est au moins 10-12 contenus. Un blog post, ça se découpe en petits blog posts. Ça se découpe en vidéos. Ici, là, on a un contenu qui s'appelle une conférence, et cette conférence, ça va être des tweets, et puis ça va être des vidéos, et puis ça va peut-être être des interviews, et puis peut-être que certains d'entre vous auront envie de venir bloguer chez nous, et puis peut-être que moi, j'aurai envie de venir bloguer chez vous, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on va faire plusieurs contenus, et ça, c'est très très important. SlideShare, qui a été cité, effectivement, qui appartient à LinkedIn depuis 5 ans maintenant, je crois. Il faut prendre cette habitude que si vous avez investi un petit peu de matière grise pour arriver à un contenu, arriver à une idée ou participer à un événement, d'ensuite de conjuguer cet événement et cette idée en de nombreux petits contenus qui sont recyclables. Ensuite, il faut maîtriser le temps. Donc la maîtrise du temps, c'est quelque chose d'important. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte ici. D'abord, maîtriser le temps, ça veut dire être toujours présent. On ne peut pas faire une stratégie de contenu par pic. C'est prouvé, ça marche pas. C'est très facile de faire un gros buzz avec une vidéo rigolote, et ça vous crée de la notoriété, mais pas de la réputation. La réputation, qui est donc de la notoriété qualitative, ça se gagne sur le temps. Ça a été aussi adressé précédemment, et ça prend beaucoup plus de 8 secondes. Ensuite, il faut distribuer plusieurs fois chacun de vos contenus. Ça paraît trivial, mais il y a plusieurs façons de distribuer plusieurs fois chacun de vos contenus. Vous pouvez voir par exemple l'impact qu'a un contenu, et un contenu va avoir un impact quand vous le distribuez sur un pic dès le premier partage, puis après ça va descendre. Maintenant que vous êtes encore à plus que la moitié de l'impact du pic, par exemple, continuez à le redistribuer, n'ayez pas peur. Et c'est pas du spam, parce que si vous distribuez sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn, les gens n'étaient pas forcément là la première fois, donc c'est pas mal pris. Et puis, il y a aussi l'optimisation par canaux. Je ne sais pas si vous faites cette étude-là, mais il faut absolument mesurer l'impact de vos contenus par canaux en fonction de votre audience, en fonction de votre business. Vous allez avoir des impacts différents. Il y a plein de stats qui existent sur le sujet. Par exemple, il est communément admis que, en général, Twitter marche mieux aux alentours de 13-14 heures, et Facebook peut aller à peu près jusqu'à 16 heures. Mais ça peut dépendre de votre business, et ça, c'est des données qu'il faut absolument connaître. Et puis enfin, il y a cette fameuse distinction entre un contenu chaud et un contenu evergreen. Les contenus evergreen, c'est ceux qui marchent toujours, parce que vous aidez la communauté, vous apportez une vraie valeur, vous leur rendez la vie meilleure, et ça n'est pas accroché à une date, c'est pas accroché à un événement. Il faut vous habituer à recycler de façon périodique tous les contenus evergreen que vous avez en stock. Et réfléchissez bien, on peut faire une stratégie de contenu super dense pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, sans rien créer, rien qu'en recyclant ce que vous avez déjà comme actif. Enfin, bien évidemment, il faut travailler avec les influenceurs. Je ne vais pas recouvrir ça, ça a été brillamment couvert tout à l'heure. Mais n'oubliez pas effectivement que vous n'êtes pas les seuls.
et qui a plusieurs... donc j'aimais bien la présentation pyramidale de tout à l'heure, j'ai envie de... Cette slide n'est pas de moi, hein. C'est Augure qui me l'a prêté. Autre aspect du lean content consiste à outsourcer, c'est-à-dire à faire appel à des gens externes. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas outsourcer, c'est votre ligne éditoriale, les valeurs que vous voulez communiquer, comment vous voulez rendre le monde meilleur, quelle est votre audience, ça vous appartient. Et le niveau de réflexion, il doit être là, le niveau d'effort, il doit être là. Mais une fois qu'on a défini ces objectifs, qu'on a défini les canaux vers lesquels on voulait communiquer et le type de message qu'on veut faire passer, il y a des gens très bien qui peuvent écrire pour vous, qui peuvent fabriquer du contenu pour vous, et il y a plein de façons d'organiser ça. Donc il y a des agences, bien évidemment, dont c'est le métier. Votre communauté, quand on parle avec les influenceurs, il faut aussi les inviter. Les influenceurs, Beyoncé, c'est pas gagné, mais ceux du bas de la pyramide, là, ils aiment bien participer. Et ils sont payés en égo, ils sont payés en participation, ils sont payés en plaisir de faire partie de la marque. Ça, c'est super important. Et puis, il y a de plus en plus de marketplaces qui sont mises en œuvre maintenant pour pouvoir aller trouver du contenu ou aller trouver des créateurs de contenu. Je vous invite vraiment à faire ça. On peut avoir un effet de scalabilité complètement spectaculaire. Et en plus, c'est facile à gérer au niveau budgétaire. Parce que c'est souple, c'est pas comme des embauches. Et je pense qu'il y a une valeur quand on est héroïste à vouloir rester souple. Dans le lean content, il y a cette notion d'être agile. Ah oui. Mince, qu'est-ce qu'elle fait là, cette faute? Ouais, non, il y a un autre aspect dans le lean content qui est super important, c'est que la stratégie de contenu, c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'est une photo en fait d'une journée normale à Scoopit. Et en rose, c'est Mounira, ouais, parce que c'est le dress. Tu n'avais pas fait passer le dress code officiel pour la soirée? Donc Teamplay. Pourquoi Teamplay? La première chose, très importante, c'est que le contenu maintenant n'est pas l'exclusivité des gens dont le métier c'est de faire du contenu. Voilà. Avant, le contenu, quand on était dans le mode propagandasaurus, c'était les responsables com et les responsables marketing qui faisaient le contenu. C'est plus vrai ça. Aujourd'hui, dans votre boîte, dans votre équipe, il y a des gens qui sont capables de fabriquer du contenu, de trouver du contenu, soit en curation, parce qu'ils ont lu quelque chose de très intéressant qui pourrait avantageusement faire partie de votre ligne éditoriale, ou alors ils peuvent l'écrire vous-même. Vous avez à la RH, au Customer Support, dans la R&D, dans votre équipe de dev, dans votre équipe de vente, des gens qui sont passionnés par le sujet de votre boîte, qui comprennent très très bien la problématique de votre audience et qui sont capables de fabriquer du contenu. Et quand vous arrivez à créer cet engagement interne sur le sourcing du contenu, vous faites un effort de scalabilité fantastique et en plus vous enrichissez votre ligne éditoriale. Deuxième aspect de ce Teamplay, en fait je crois que je suis là. Le deuxième aspect, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quand un contenu est amplifié, est envoyé, est émis par un de vos collaborateurs, il a plus d'impact. Donc vos collaborateurs sont non seulement des sources potentielles de contenu en création, mais ce sont aussi des distributeurs, des canaux de distribution, donc des amplificateurs. Et puis, on a remarqué, nous en travaillant avec des grandes boîtes, nous on travaille avec des boîtes de toute taille, à partir du moment où il y a une problématique de stratégie de contenu, on joue. Et dans les boîtes de grande taille, ils se sont rendus compte que ça intéressait les employés d'émettre du contenu. Pourquoi? Parce que ça développe leur propre personnalité en ligne, ça développe leur propre réputation en ligne. Donc quand une marque demande à ses employés, vous devriez diffuser sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Facebook tel et tel contenu, c'est pas une demande qui est one-way, c'est réciproque. Il y a un intérêt bénéfique, il y a un bénéfice réciproque. Un bénéfice pour la marque, c'est une amplification, et un bénéfice pour l'employé qui, lui, crée sa réputation, développe son thought leadership et s'affirme sur le web comme une personne référente sur les sujets sur lesquels il partage. Et enfin, dernier point, ça a été aussi abordé, et ça c'est important, c'est qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Donc il y a cette notion d'outsourcing, il y a aussi la notion d'outillage. Il y a des choses qui sont automatisables. Donc des choses ne sont pas automatisables, une fois de plus, c'est de définir vos valeurs, votre audience, donc le fameux persona, votre ligne éditoriale. Ça demande un investissement intellectuel et un effort spectaculaire. Mais toutes les petites tâches intermédiaires peuvent être simplifiées. Vous pouvez gagner du temps en utilisant des outils. Il y a des outils très très nombreux. Si vous ne voulez pas automatiser au début, il y a au moins des choses auxquelles il faut réfléchir. C'est d'organiser la recherche de contenu, donc des outils de veille, d'organiser aussi et de définir les KPIs, les métriques que vous voulez mesurer pour voir si vous avancez. C'est très important en général parce qu'on est dans des entreprises en général avec un but héroïste, avec un bottom line, mais c'est en particulier important quand on est dans une logique de lean content, parce que le lean content, c'est des petites itérations. Il faut regarder à chaque fois qu'on fait quelque chose si ça a un impact positif, et donc il faut bien définir les KPIs qui définissent le succès. On peut planifier les publications. On a dit qu'en fonction des canaux et en fonction de votre audience et en fonction de votre business, il y avait des créneaux horaires optimaux pour partager. Ces choses-là, ça peut complètement s'automatiser. Et puis, il faut organiser le travail d'équipe, ce fameux team play avec la belle photo qui vous a fait sourire. Je vois pourquoi. Mais tout ça,
Si vous l'organisez déjà au moins sur le papier ou avec une feuille Excel, vous allez gagner du temps et de la scalabilité. Alors incidemment, j'ai casé un native ads. Scoopit. Vous connaissez Scoopit en moyenne? Donc on a un nouveau produit qui s'appelle Scoopit Content Director, qui n'est pas disponible en ligne. Il a un logo bleu, d'où le logo qui est bleu là-bas à gauche. Et il est là pour aider effectivement à automatiser les tâches qui ne sont pas les tâches à haute valeur ajoutée, pour permettre de gagner du temps et de gagner de l'impact. Donc on a un outil qui permet de trouver du contenu, c'est un outil de curation, vous connaissez peut-être. On a un calendrier qui permet de planifier la publication des contenus, qui soient curés ou qui soient créés en fonction des canaux, en fonction des jours, en fonction des fuseaux horaires. Et puis bien évidemment, des analytics qui nous permettent de mesurer l'impact de tout ça et de se régler au fur et à mesure du temps. Voilà, donc moi ce que je voudrais faire ce soir, quand on a l'occasion d'aller boire un verre après, apparemment il fait super chaud là-haut. Ici aussi en plus avec la lumière, ça c'est... Ce que j'aimerais bien faire, c'est discuter avec ceux qui ont plein de blancs là. Parce que honnêtement, je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut développer des stratégies de contenu. On sait maintenant pourquoi, parler avec une audience qui est devenue sociale, nourrir les petits robots et les petits singes et les petits rats du SEO, et puis accompagner nos prospects dans leur navigation sur le web. Mais on ne sait pas tous le faire, on ne sait pas tous le faire de façon héroïste. Moi, le message que j'ai pour vous ce soir, c'est que l'étape est pas super, la barrière n'est pas super haute à franchir. On peut y aller par petites étapes, on peut y aller de façon pragmatique. Il y a vraiment du chemin entre ceux qui ont des zéros partout là-bas et ceux qui envoient des astronautes dans l'espace. Et pour ça, on va essayer de commencer ce soir. Et c'est pour ça que moi, ce que je souhaite ce soir, c'est que le roi, c'est le Lean Content Marketer. Et je crois qu'il faut que je prenne les questions maintenant, avant que Mounira me chasse de cette scène. Merci pour votre attention.